Bonjour Martin Dimet, je sais que vous êtes avec nous, la régie s'en occupe pour nous connecter à distance. Merci de nous aider donc à nous poser les bonnes questions ce matin, notamment face aux migrations cloud. Je le disais Martin, vous êtes directeur du marché entreprise SAP, c'est bien cela? C'est bien cela. Bonjour Olivier, bonjour à tous. Alors si vous le permettez, je vais peut-être commencer par présenter brièvement qui nous sommes chez Rimini Street. Donc Rimini Street est une entreprise de support tiers. Donc ce qu'on entend par support tiers, c'est que nous allons littéralement nous substituer au support éditeur que les clients payent annuellement. Nous sommes une entreprise basée dans le Nevada. Notre fondateur, Cesc Ravin, est un ancien de Cybelle lui-même et s'est rendu compte très rapidement, donc dès 2005, puisque c'est l'année de naissance de Rimini Street, que ce modèle de licence perpétuelle proposé par les éditeurs historiques que sont Oracle ou SAP, pour ne pas les nommer par exemple, commençait à vieillir. Avec l'arrivée de nouveaux acteurs sur le marché, il y a 10 ans, voilà, AWS naissait à peine, et qui sont venus littéralement disrupter ce modèle économique de licence perpétuelle avec des modèles SaaS qui sont de plus en plus fréquents sur des modèles de souscription. Et donc de là est né Rimini Street pour les clients qui, eux, ne s'inscrivaient pas, en tout cas à court terme, sur cette roadmap cloud, et leur donner la possibilité alternative d'aller vers un éditeur de support tiers qui va leur permettre d'économiser d'une part beaucoup d'argent et d'autre part de pouvoir pérenniser leurs investissements sur leurs solutions on-premise sur lesquelles ils ont investi beaucoup de temps et d'énergie et d'argent sur ces projets. Donc, quand on parle de reconsidérer sa migration vers le cloud, alors, nous ne sommes pas nous-mêmes un pur player du cloud, hein. Par contre, ce que nous faisons tous les jours, c'est que nous accompagnons nos clients dans la réflexion IT, sur leur stratégie IT. Et notamment, le cloud fait évidemment partie de cette réflexion. Et nous accompagnons nos clients dans leur migration, en particulier sur le cloud public. Ce que l'on entend par reconsidérer sa migration vers le cloud, on pourrait reposer la question, est-ce que tout a vocation à aller dans le cloud aujourd'hui? Donc, si vous me permettez une petite analogie, Olivier, lorsque vous héritez d'une maison, vous allez en général avoir un budget pour la rénover et vous allez d'abord faire le constat de ce qui doit être rénové et ce qui peut finalement rester en l'état puisque de bonnes factures et ne présentant pas de risque de non-conformité majeur. Donc ça peut être le cas de la charpente, des fondations. En revanche, vous allez peut-être constater que votre chaudière, elle, a besoin d'être mise au goût du jour et en conformité. C'est un peu la même réflexion qu'un DSI ou une DSI doit avoir dans son entreprise quand elle hérite d'un système d'information. Est-ce que finalement tout a vocation à aller dans le cloud? Si vous parlez à un charpentier, à un électricien, il va vous dire qu'il faut tout rénover. Voilà. Nous, ce que l'on constate et ce que l'on permet aux entreprises au quotidien, grâce à nos services et au fait qu'ils ne soient plus si dépendants de l'éditeur historique, c'est de pouvoir plus parler à leur métier, qui sont finalement les occupants de cette maison, et pouvoir réfléchir avec eux à la meilleure stratégie qui fait sens pour leur métier. Donc c'est un peu ça qu'on entend quand on parle de reconsidérer le cloud. Évidemment, c'est l'avenir et voilà, c'est le sens de l'histoire. Mais est-ce que tout a vocation à aller dans le cloud et surtout quel est le degré d'urgence? Vos interlocuteurs dans l'entreprise, justement, ce ne sont pas des charpentiers. Est-ce que ce sont les directeurs plutôt financiers, les directeurs du système d'information, des responsables de l'innovation? Oui, alors je dirais que nos interlocuteurs principaux sont évidemment les DSI, puisqu'ils sont directement concernés, et c'est eux finalement qui se retrouvent un petit peu pris en étau entre d'une part, je dirais, cette relation historique avec les éditeurs et d'autre part, les besoins pressants de leur métier qui, eux, cherchent des relais de croissance et d'innovation pour pouvoir rester compétitifs. Donc c'est avant tout les DSI, mais bien évidemment, les directeurs financiers sont aussi concernés puisque les services de support tiers que nous proposons sont bien en deçà du prix de ce que payent aujourd'hui les clients auprès de leurs éditeurs. Voilà, et dans certaines organisations, ça va me mettre directement le directeur de l'entreprise. Donc c'est vraiment une discussion en priorité à avoir au niveau exécutif, puisque c'est eux qui sont concernés par ces réflexions stratégiques. Et alors, plutôt que de subir, comme vous le dites, des migrations proposées par les éditeurs, qu'est-ce que vous apportez? Quelle est l'alternative que vous leur proposez à ces DSI? Mais alors, nous, chez Rimini Street, ce qu'on va permettre aux clients, au-delà des économies conséquentes, c'est
finalement, on ne dit pas que le chemin n'est pas de suivre la roadmap imposée par leur éditeur historique. Nous sommes nous-mêmes, par ailleurs, fans des solutions, des technologies SAP et Oracle, pour ne pas les nommer. En revanche, ce que l'on va permettre à nos clients, c'est de prendre le recul nécessaire en se désengageant un petit peu de cette emprise, je dirais, de ces habitudes de montée de version récurrentes qui sont très chronophages et qui empêchent de prendre ce recul, cette neutralité par rapport à la réflexion qui fera plus sens pour mon métier. Pouvez-vous mentionner peut-être une grande organisation qui vous confie donc le support logiciel de son ERP et expliquer peut-être les raisons pour lesquelles elle s'est tournée vers votre société? Oui, alors aujourd'hui, Reministry, nous avons plus de 2000 clients dans le monde, donc on adresse aussi bien les TPE que les grandes organisations. On a en France à peu près une vingtaine de groupes du CAC 40 qui nous confient une partie du support de leur système d'information. Je prendrai l'exemple de Coventia, qui est une entreprise dans le manufacturing, principalement orientée dans le secteur de l'automobile, qui en fait avait, donc le DSI Alain Saguet qui a rejoint l'organisation, avait beaucoup de chantiers à gérer, des priorités notamment en termes de rationalisation des process en interne, et il s'est vite rendu compte que l'ERP dont il disposait était considéré comme surdimensionné pour les besoins de l'entreprise. Or, lorsqu'ils en discutaient avec leur éditeur, la seule réponse qu'ils avaient, c'est reconsidérez votre contrat, basculer vers la dernière version cloud. Voilà. Sauf que ce n'était pas du tout le besoin de l'entreprise, qui avait d'autres priorités à gérer. Donc, ils se sont renseignés sur des voies alternatives. Ils ont contacté Reministry et nous ont confié le support de leur ERP. Et aujourd'hui, ça leur permet d'avoir une approche bien plus flexible, bien plus personnalisée, puisque nous avons des équipes qui sont dédiées à chacun de nos clients. Donc, ça leur apporte toute une flexibilité et surtout, ça leur permet de prendre le temps de la réflexion sur l'avenir de leur ERP et par ailleurs de ne pas abandonner leur ERP actuel, ce qui est aussi un bénéfice non négligeable de ne pas avoir à décommissionner un ERP pour passer sur un autre. Oui, parce qu'elles ont souvent investi en personnalisation et en adaptation de cet ERP vis-à-vis des métiers. Alors justement, quels sont les critères que les entreprises doivent-elles prendre en compte vis-à-vis de la bonne stratégie métier à adopter ? Oui, alors la question que les DSI doivent se poser, c'est est-ce que je peux me permettre de me désengager de ma relation avec mes éditeurs historiques? C'est avant tout ça la première réflexion. Ce que l'on constate, c'est que les entreprises qui prennent la peine de faire cette étude approfondie avec nous se rendent compte que finalement c'est un chemin beaucoup plus simple qu'ils l'auraient imaginé et beaucoup moins impactant pour l'entreprise. Parce qu'avant, en général, la relation avec les éditeurs historiques relève plus des habitudes. Voilà, les entreprises sont staffées avec des équipes très spécialistes sur des technologies bien particulières et malheureusement, la routine et les habitudes prennent le pas sur la réflexion métier. Donc, je dirais, c'est une fois qu'on a levé ces inquiétudes techniques, qu'on se rend compte qu'en fait le chemin n'est pas si difficile, le cap à franchir n'est pas si difficile. Et finalement, qu'est-ce qui reste? Il reste la relation contractuelle avec l'éditeur. Et là, il s'agit effectivement de voir si l'on reste en conformité en termes de licence. Voilà. Est-ce que les partenaires avec qui je travaille aussi auront la flexibilité de travailler avec un acteur tiers, et non pas avec l'éditeur? C'est ce genre de réflexion qu'il faut avoir, mais ce sont des réflexions plutôt d'ordre contractuel et politique quelque part que technique. Alors on le disait en préparant cet entretien, les entreprises sont maintenant face à une urgence, c'est de retrouver des relais de croissance et peut-être de mettre de côté, comme vous le préconisez, l'ERP sur site pour aller chercher peut-être sur des places de marché cloud ce que vous appeliez des quick wins. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Oui, alors c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'effectivement, tout n'a pas vocation forcément à aller dans le cloud. Est-ce que l'ERP en tant que tel a besoin d'être disrupté de la même manière que voilà, l'expérience e-commerce ou que voilà, dans certaines entreprises industrielles, la partie, tout ce qui est IoT, intelligence artificielle, rien n'est moins sûr. Un ERP, voilà, ce sont des process clés d'une entreprise, c'est le cœur de ce qui fait fonctionner toutes les entreprises sur des process bien rodés. Ce sont en général des systèmes d'information très stables.
Donc, est-ce que ces systèmes-là ont vocation eux-mêmes à aller dans le cloud? Certainement à l'avenir, puisqu'on va se rapprocher d'une rupture technologique de plus en plus pressante. Mais en tout cas, ce que l'on constate auprès des entreprises avec lesquelles on parle, c'est que ça n'est pas ressenti comme une priorité. En revanche, effectivement, aller chercher des quick wins. Aujourd'hui, on sait voilà, que des API n'ont jamais été aussi simples à mettre en place sur les ERP existants. Aller chercher des quick wins en parlant à des acteurs niches sur une approche best of breed, ça c'est ce que font nos clients tous les jours et ça ne les empêche pas de voilà, conserver une relation tout à fait cordiale avec leurs éditeurs historiques, puisqu'ils continuent d'ailleurs parfois à adopter leur solution cloud à ces éditeurs historiques. Et alors, sur les places de marché justement des grands cloud providers, on trouve ribambelle de services SaaS qui parfois sont un petit peu en doublon quand même avec certaines fonctionnalités de l'ERP. Comment est-ce qu'ils gèrent cette situation? Alors, sur le fait qu'il y ait des doublons, donc, en l'occurrence, adopter une stratégie cloud, c'est pas quelque chose que l'on constate nécessairement. Si vous le voulez bien, c'est le genre de réflexion qu'on pourra avoir avec eux pour éviter que la situation ne se produise. Mais en général, les clients ne vont pas déployer des fonctionnalités sur leur ERP qui n'ont pas vocation à être mises à jour régulièrement dans le cloud. Donc, c'est pas forcément le type de réflexion qu'on a avec nos clients. Non. Donc, en résumé, si vous le voulez bien, quels sont les avantages à reconsidérer cette migration? Est-ce que justement vous préconisez de ne pas tout migrer en mode Big Bang, comme on l'a vu tout à l'heure? Est-ce que ce sont des actions donc après mûre réflexion qu'il faut envisager pour l'ERP en particulier? Alors, la question qu'il faudrait se poser, c'est plutôt quelles sont les motivations réelles qui me poussent à aller vers le cloud. Encore une fois, si c'est par habitude et parce que voilà, l'éditeur me l'impose et que finalement je ne vais pas challenger ce que j'ai toujours fait, c'est pas forcément je dirais ce qui va apporter le plus de valeur à l'entreprise. Je prends le cas d'une entreprise avec laquelle je parlais, qui me confiait regretter lors d'un appel d'offres. Voilà, tout le monde était à peu près d'accord dans l'entreprise pour dire que l'ERP dont ils avaient hérité d'une entreprise précédente n'était plus adapté aux besoins de leur organisation. Simplement, voilà, le directeur financier n'a pas voulu changer ses habitudes et a fait de la résistance quelque part au changement, ce qui a poussé l'organisation à faire le choix de continuer à migrer sur les versions supérieures de l'éditeur actuel. Donc ça, je dirais, c'est pas la bonne logique à adopter. Et vous avez donc une offre de tierce maintenance, vous l'évoquiez tout à l'heure. En quoi consiste-t-elle? De quoi est-elle composée principalement? C'est de la maintenance applicative? Il y a des niveaux de support? Nous couvrons les applications, donc ERP et la base de données. Donc on est présent sur les secteurs Oracle, SAP et Microsoft et par ailleurs Salesforce sur une approche plus TMA. Et nous proposons des services de support personnalisés. Donc nous allons se substituer littéralement à ce que propose l'éditeur et nous allons par exemple assurer la conformité donc en termes de changements réglementaires, assurer le support aux incidents, nos organisations Follow the Sun, ce qui nous permet voilà, de suivre des organisations sur un modèle Follow the Sun en suivant les fuseaux horaires. Et nous allons par ailleurs donc effectivement apporter des services stratégiques de réflexion aux entreprises aussi pour leur permettre de prendre les bonnes décisions. Est-ce qu'on peut évaluer le pourcentage d'économies que vous faites réaliser aux entreprises que vous attendez par rapport à la maintenance annuelle réclamée par l'éditeur? Alors par défaut, chaque entreprise qui bascule chez Rimini Street va économiser 50% de sa facture annuelle chez l'éditeur, puisque c'est le modèle économique que nous proposons. Mais en réalité, les économies sont bien plus larges, puisqu'il y a ce que l'on appelle la face cachée de l'iceberg, ce sont tous les coûts cachés. Par exemple, le fait de ne pas avoir à migrer vers les versions supérieures, ce sont des économies substantielles que vont faire les entreprises, puisqu'on sait qu'un upgrade vers une version applicative peut coûter très cher à une entreprise. Mais ça va être également une couverture plus large des services, puisque l'éditeur va se contenter d'assurer un support sur le code qu'ils ont développé. Nous, on va assurer le support sur toutes les problématiques que vous rencontrez avec cet éditeur, même s'il s'agit de développement spécifique, par exemple. Donc ça aussi, ce sont des économies non négligeables. Et enfin, il y a tout ce que nous, on appelle la partie self-support,
où là, c'est le temps que consacrent vos équipes en interne à assurer le support de ces applications, à aller sur le site de l'éditeur pour trouver les bons patchs et les bonnes notes à implémenter, ou alors d'aller chercher sur Google la bonne solution. Voilà, toutes ces solutions à faible valeur ajoutée sont des tâches que nous allons prendre en charge et qui sont aussi des économies pour l'entreprise. Alors, dans le contexte de crise sanitaire, est-ce que quand vous échangez avec vos clients européens notamment, ou multinationaux, ils remontent vers vous des nouvelles contraintes, des priorités vis-à-vis de l'évolution de leur parc logiciel? C'est évident que beaucoup des clients avec lesquels on parle, et on fait chez Rimini Street quelque part, je dirais presque malheureusement partie des bénéficiaires de cette situation, puisque les clients sont poussés à reconsidérer fortement les projets, je dirais, qui vont apporter un ROI, mais sur le long terme. Et donc, plus que jamais, les entreprises doivent rationaliser leur budget et subissent aussi d'autres contraintes, comme par exemple la mise en place de systèmes de visioconférence. Voilà, on l'a tous connu l'an dernier. Voilà, ce sont des projets prioritaires qui s'imposent. La digitalisation aussi a été accélérée dans les entreprises, mais pas forcément sur des applications, encore une fois, qui sont au cœur de l'entreprise et qui nécessitent des projets d'envergure très onéreux. Alors, on a des questions aussi des internautes qui se posent notamment la problématique de la gouvernance des applications dans le cloud. Est-ce que vous aidez lors de ces migrations certains clients donc à reprendre le contrôle, on peut dire en quelque sorte, des applications et des services externalisés? Alors nous, encore une fois, nous ne sommes pas un pur player du cloud. Ce que nous faisons auprès de nos clients, c'est que nous les accompagnons dans la réflexion stratégique. Nous avons des services pour les orienter vers des structures de type hyperscaler, donc AWS, Azure en l'occurrence, et nous allons les supporter dans cette migration vers le cloud. Mais nous ne sommes pas, encore une fois, un pur player, donc nous n'avons pas vocation à faire le projet nous-mêmes. Est-ce que vous pouvez, enfin, si vous voulez approfondir la question, effectivement, donc je vous propose qu'on en discute avec vos interlocuteurs. Ce sera avec grand plaisir que l'on pourra étudier leurs questions plus précisément. Parfait. Enfin, donc cette question à laquelle vous avez déjà un petit peu répondu, c'est les bonnes questions, parmi les bonnes questions à se poser donc avant de migrer ou de différer la migration d'un ERP dans le cloud. Justement, on a parfois fait des sauts de version. Est-ce qu'il faut systématiquement suivre la marche, la roadmap de l'éditeur? Et quelle est votre préconisation à ce niveau? Alors absolument pas, effectivement, les éditeurs vont régulièrement passer des upgrades, des mini-upgrades pour rester en conformité. Nous, ce que l'on va proposer aux clients, c'est d'assurer l'interopérabilité des versions actuelles sur lesquelles ils sont. Donc on va figer quelque part la version actuelle et s'assurer qu'elle puisse rester compatible avec l'évolution de leurs environnements extérieurs. Je vais prendre le cas, par exemple, d'un client donc, qui avait une problématique sur son site e-commerce de compatibilité entre sa version d'ERP et sa version Google Chrome. Nous avons mis en place un Smart Proxy qui va leur permettre de pouvoir rester sur cette version d'ERP tout en assurant l'interopérabilité avec du site internet sur la version Chrome. Alors ça, c'est le type de service que l'on propose effectivement régulièrement à nos clients, ce qui leur permet de pérenniser cet investissement dans le temps. Et de pouvoir aller, donc d'une part, faire des économies substantielles tout en adoptant une stratégie plus orientée métier et choisir la bonne solution qui fait sens pour le métier. Parce que ce que l'on constate de plus en plus, bien malheureusement, c'est que les DSI ont tendance à perdre un peu de pouvoir au sein des entreprises. Pourquoi? Parce qu'ils passent beaucoup de temps finalement à consacrer à ces mises à jour avec ces éditeurs historiques et à discuter de problématiques contractuelles à faible valeur ajoutée pour le métier. Alors qu'en parallèle de ça, le métier, lui, arrive de plus en plus facilement à s'approprier des solutions cloud et donc vont traiter directement dans le dos de la DSI. Je pense que tous les DSI présents dans cet auditoire ont vécu cette expérience. On permet, nous, de redonner du pouvoir à la DSI en apportant de la valeur au métier. Merci beaucoup Martin pour vos précisions et vos réflexions donc, autour de la migration vers le cloud. On va marquer maintenant une courte pause de 10 minutes
après laquelle nous retrouverons donc Philippe Leroy autour d'une nouvelle table ronde et de retour d'expérience autour du sujet « Pourquoi adopter l'approche multi-cloud ?» À tout de suite.